il va y avoir une alt season de folie, d'euphorie, anthologique. Bien évidemment, il n'y a jamais eu autant de cash dans les marchés. Et la saisonnalité dans laquelle on arrive pour Bitcoin et pour les altcoins est, une, est la meilleure des saisonnalités. Mesdames, Messieurs, la communauté versatile, on est le 29 janvier 2025, il est 11h01 et on se retrouve aujourd'hui pour la quasi quotidienne, puisque c'est comme ça que je vais l'appeler à partir de maintenant, la quasi quotidienne versatile. Merci pour vos retours sur toutes les quasi quotidiennes précédentes. N'hésitez pas à continuer à nous donner vos feedbacks, hein, et puis n'hésitez pas sur YouTube à continuer à vous abonner. On va voir que les dernières vidéos ont eu pas mal d'engouement, notamment la vidéo Il n'y aura pas, que j'ai appelée sur YouTube Il n'y aura pas d'alt season en 2025, voici pourquoi. Cette vidéo a fait beaucoup d'émules, beaucoup de réactions, de vives réactions. Ce qui m'a amené aujourd'hui à traiter ce sujet en premier. J'avais quelques mots à vous dire, notamment sur YouTube, puisque dans la communauté versatile, les gens savent comment je fonctionne et ça connaissent nos positions. Alors, disclaimer tout de suite, tout ce que je raconte n'est pas un conseil en investissement. Sachez, pour les plus véhéments et les plus émotionnellement impactés et impliqués, les gars, je ne suis pas votre daron, je ne suis pas votre mère, vous n'avez pas obligation de me suivre, vous pouvez cliquer sur le bouton vous désabonner et ne plus jamais revenir sur cette chaîne si le contenu ne vous intéresse pas ou si le contenu vous paraît si offusquant que ça. Déjà, premièrement, Ceux qui font noir t'écoutes pas et puis c'est tout. ça c'est la première des choses. Deuxième des choses, oui, j'ai appelé la vidéo Il n'y aura pas d'all season en 2025 parce que je pense réellement, et c'est ce que je dis dans la vidéo, et c'est ce qu'on a vu dans la vidéo, qu'il n'y aura pas d'all season telle que les précédentes en 2025. Maintenant, que vous vouliez, que vous soyez impliqué émotionnellement et que vous vouliez absolument qu'il y ait cette alt season, c'est un autre débat. Pour l'instant, toutes les phases haussières qu'il y a eu nous vous ont montré qu'effectivement, la alt season, ce qu'on appelle les alt season et les hausses sur les altcoins, elles étaient très concentrées dans certains narratifs et sur certains coins les plus forts, des narratifs les plus forts, une fois de plus, sur lesquels il y a de l'attraction. Donc, c'est les narratifs sur lesquels on est exposé dans Versatile. Et voilà, il faut juste savoir que, bien évidemment, je pense qu'il va y avoir une alt season en 2025, mais qu'elle n'aura rien à voir avec les précédentes, puisque toutes les conditions ont totalement changé par rapport au cycle précédent. Voilà, donc ça, c'était pour le disclaimer. Calmez-vous dans les commentaires. Bien évidemment, vous pouvez mettre des commentaires et argumenter si vous n'êtes pas d'accord. Je réponds à tous les commentaires. Par contre, pour les commentaires qui sont insultants et qui sont dégradants gratuitement, sachez que voilà, je vous signale, je supprime le commentaire. Ça n'a rien de constructif. J'ai aucun souci à discuter avec tout le monde. Donc, maintenant que ce disclaimer est fait, aujourd'hui, on va se concentrer comme d'habitude sur les nouvelles macroéconomiques, mais surtout, je vais vous montrer et je vais vous donner un petit peu des pistes sur pourquoi, on va regarder ensemble pourquoi, effectivement, en 2025, il risque d'y avoir une alt season, concentrée sur certains coins, je le dis toujours, mais il risque d'avoir une alt season et une saison d'euphorie des altcoins, enfin pas généralisée pour le coup, mais d'anthologie. Voilà, tout simplement, on va prendre à contre-pied la vidéo Il n'y aura pas d'alt-season en 2025 et on va commencer tout de suite avec les news macroéconomiques. Je termine mon laïus et mon introduction. Première nouvelle, la Chine accepte de reprendre ses immigrants illégaux qui vivent aux États-Unis à la suite du président Trump, enfin à la suite de menaces économiques, bien évidemment, de sanctions économiques du président Trump. Donc là, on peut voir avec cette première news hein, que suite à ce qui s'est passé avec, bah voilà, avec l'épisode colombien, la guerre éclair, la blitzkrieg que Donald Trump a rapidement gagnée, on peut voir qu'effectivement, il va mener ses guerres commerciales et puis appliquer ses sanctions à tous les pays, peu importe la puissance. Deuxième post, puisque vous le savez, deuxième news macroéconomique, puisque vous l'avez vu, et le timing a été exceptionnel, puisqu'on a parlé de DeepSeek, donc la nouvelle intelligence artificielle chinoise, qui fait mieux que ChatGPT, qui fait mieux que à peu près toutes les autres intelligences artificielles pour 100 fois moins cher ou 10 fois moins cher avec des vieilles puces, avec des vieux GPU. On en avait parlé dimanche, dans le live de dimanche. Lundi, les marchés ont complètement dévissé, notamment Nvidia. Et il se trouve que le PDG de Scale AI, puisque je vous avais dit lundi de bien faire attention aux news, qu'on avait potentiellement des opportunités d'achat, et vous allez voir ce que nous on a fait au sein de Versatile avec nos portefeuilles, mais que les informations qui venaient de Chine était à prendre avec énormément de pincettes puisque c'est très difficile de trianguler les informations et les sources. Donc Alexander Wang qui nous dit ici et qui affirme que DeepSeek possède 50 000 NVIDIA H100, donc qui font partie des plus puissantes
plus puissants GPU dissimulés en raison des restrictions d'exportation imposées par les États-Unis. Et ces NVIDIA H100 ont un prix unitaire estimé entre 30 et 40 000 dollars unité, hein. Cet équipement représenterait un investissement total compris entre 1,5 et 2 milliards de dollars. Si ces informations sont exactes, c'est un montant bien supérieur aux quelques millions initialement évoqués, puisque je crois que la première news, c'était pour 10 millions. Je ne sais plus si c'était 10 millions ou 100 millions de dollars. Mais en tout cas, effectivement, si ces affirmations sont exactes une fois de plus, et c'est à vérifier, bah, effectivement, ça nous montre qu'on peut faire avec moins, moins cher, mais pas non plus dans les mesures qui ont été avancées par, effectivement, les fondateurs et les communications autour de DeepSeek. Voilà, donc information à continuer à prendre avec, extrêmement de pincettes et on va voir qu'effectivement, il apparaît de plus en plus que c'était une potentielle opportunité d'achat, qui s'est passée en début de semaine puisque, on va le voir, les marchés, notamment Nvidia, ont connu un joli rebond le lendemain. L'Europe, fidèle à elle-même, hein, Good Value Crypto qui nous met cette image qui est très marrante, hein. Donc voilà, avec l'hydre, une tête les États-Unis, une tête la Chine. Donc les États-Unis, Meta, ChatGPT et Grok sur X. DeepSeek pour la Chine, et puis l'Europe avec ses régulations qui voilà, nous imposent des régulations autour des bouchons. Puisqu'on parle d'Europe et notamment de France, trois news macroéconomiques assez importantes en France. Nouveau record historique de faillite d'entreprises, plus de 67 000 sociétés en défaillance en 2024, du niveau jamais vu, et la situation est alarmante, hein, puisque vous le voyez. On avait connu deux pics en janvier 2010, février 2014. Ça a chuté à la suite du Covid en octobre 2021 et là c'est remonté et ça a battu même les records historiques, hein, à 67 830 fermetures d'entreprises en décembre 2024. Donc voilà, ça va dans le mauvais sens. De ce côté-là, le chômage, forcément, qui s'en retrouve impacté, mais d'ailleurs, c'est pas que à cause de ça. Quoi qu'il en soit, les chiffres sont sortis en France il y a quelques jours et les chiffres sont assez alarmants, hein, plus 3,9% de chômeurs au dernier trimestre 2024, 8,5% chez les jeunes, 117 000 nouveaux demandeurs d'emploi en 3 mois. Et les experts prévoient une aggravation en 2025 avec un taux de chômage à 7,6%. Voilà, c'est un taux qui est extrêmement élevé. Donc on a clairement un problème actuellement en France de ce côté-là. Troisième news, qui est malheureusement aussi une mauvaise news, hein, macro en France, une fois de plus, le trou de la sécurité sociale qui explose, un déficit initial de 16 milliards, déficit actuel 24 milliards, et sans réforme, un risque de déficit de 30 milliards d'euros. Et comment on règle ça? Bien évidemment avec plus de taxes. Les idées du gouvernement, voilà, moi j'enlève volontairement les bonnes idées puisque ici on n'est ni politisé, on ne parle pas de politique ni de religion, en tout cas on ne donne pas nos avis. Donc je ne sais pas si c'est bonne ou mauvaise idée, quoi qu'il en soit, les idées du gouvernement, c'est taxer plus, à chacun de juger. Une journée de travail en plus, plus 7 heures par an pour, ouais, bah voilà, pour les travailleurs. Taxe sur les sodas x 8 de 4 à 35 centimes. Baisse des indemnités journalières. François Bayrou pour utiliser bien évidemment le CHR 49.3 qui a été utilisé à outrance ces dernières années pour faire passer ce texte explosif. Voilà. On se reconcentre tout de suite sur nos crypto-monnaies puisque c'est pour ça qu'on fait ces points de marché quasi quotidiens. Arizona avance un Strategic Bitcoin Reserve Act qui permettrait de mettre 10% des fonds publics, d'investir 10% des fonds publics par an, donc dans Bitcoin et dans des assets digitaux. Donc voilà, là où, une fois de plus, l'Europe, on l'a vu, multiplie les régulations avec les lois MiCA. Voilà, il y a encore la crypto.com qui va délister l'USDT qui ne pourra plus être utilisé sur les plateformes d'ici quelques jours à quelques semaines. On a ici, une fois de plus, bon, bah voilà, les États-Unis qui prennent le large avec les États qui sont en train de commencer à s'organiser pour investir les fonds publics et essayer avec ça d'éponger leurs dettes au fur et à mesure des années qui passent en Bitcoin et en digital asset. Japan's Metaplanet, donc, qui est une entreprise d'investissement et un fonds de trésorerie spécialisé dans l'investissement donc en digital assets, hein, qui prévoit d'acquérir d'ici à 2026 21 000 bitcoins, ce qui représente 0,1% de la supply. Donc voilà, c'est pas énorme, mais en termes de volume. Mais par contre, ça représente en termes d'idéologie une grosse nouvelle, puisque ça y est, les institutions et les pays commencent, même si voilà, c'est un fonds et donc c'est privé, hein, mais je veux dire, les pays commencent petit à petit, hormis l'Europe, bien évidemment, une fois de plus, à prendre réellement au sérieux et à investir dans les assets digitaux. Ce qui est extrêmement bullish, hein, pour les actions de prix, bien évidemment. Et le clou qui vient enfoncer enfin, le coup de marteau qui vient enfoncer le clou
dans cette idée, dans cette pensée, la proposition de la sénatrice, donc une sénatrice hein, des États-Unis, Cynthia Loomis, concernant la réserve stratégique de Bitcoin, acheter 200 000 Bitcoins. Donc là, on n'est plus dans les 21 000. Hein. Là, ça représente quand même quasiment 1% de la supply. Acheter 200 000 bitcoins par an pendant 5 ans, d'accord? Donc 1% de la supply de bitcoin pendant 5 ans, par an pendant 5 ans. Les conserver pendant au moins 20 ans, l'objectif étant de réduire de moitié pardon, la dette nationale américaine en 20 ans. Donc voilà, qui joue clairement la hausse, la continuation haussière de Bitcoin. Et autant vous dire que si on commence à avoir les États qui se mettent à acheter, notamment les États-Unis, qui se mettent à acheter 200 000 Bitcoins par an pendant 5 ans, les autres États vont très rapidement suivre. Et là, pour l'action de prix de Bitcoin, et on en revient toujours à cette histoire d'Altizen, hein, Bitcoin. N'oubliez pas que là, on parle de Bitcoin. Oui, les digital assets, mais dans un premier temps, on parle uniquement de Bitcoin. L'action de prix de Bitcoin risque d'être orientée vers le haut, et ça de manière, voilà, de manière exponentielle et drastique, si effectivement il s'avère que les pays aussi puissants commencent à à acheter tout simplement ces Bitcoins. On passe de plus en plus micro en termes de news, puisque dans les dernières 24 heures, ça nous est rapporté par Ali Charts, 13 méga whales, chacune holdant plus de 10 000 Ethereum, ont rejoint les networks. Et donc, ça nous donne l'information qu'il y a une accumulation actuelle, une activité d'accumulation significative sur Ethereum. Et rappelez-vous ce qu'on disait les fois précédentes, dans les précédentes quotidiennes, c'est lorsque Ethereum va vraiment commencer à driver le marché des altcoins qu'on aura cette fameuse alt season qui m'a coûté des plumes sur YouTube. Très rapidement, je voulais juste vous parler, vous faire un petit laïus sur les rémunérations, sur les manières actuelles de quand même gagner de l'argent dans la crypto-monnaie, autre que le trading, bien évidemment, malgré que le marché soit en phase de consolidation. Bien évidemment, vous avez toutes les solutions de staking dont on a déjà parlé et dont on va continuer à parler sur la plateforme Versatile. N'hésitez pas à nous rejoindre, hein, c'est 100% gratuit. Mais vous avez aussi, bien évidemment, la gamification et les play to earn, donc tout ce qui est les jeux blockchainisés et qui permettent de capter de la valeur. Et ici, très rapidement, hein, voilà, c'est un tableau qui est un peu compliqué, mais je voulais vous parler de ce jeu notamment qui s'appelle FriendPet. Voilà, il n'y a pas d'affiliation, ce n'est pas une publicité, je ne suis absolument pas payé pour vous en parler. C'est juste que j'aimerais vous stimuler intellectuellement et vous sensibiliser au fait que malgré que le marché est en train de range depuis quelques semaines, on peut quand même on peut quand même capter une certaine valeur. Donc c'est un jeu qui ressemble à Tamagotchi un petit peu, hein, et qui nous permet de faire croître effectivement un petit pet, de combattre avec d'autres joueurs. Donc il y a du PvP et du PvE pour les gamers. Donc on peut combattre des monstres, on peut combattre les autres joueurs. Et l'idée, c'est que voilà, ça se passe sur Base, sur la blockchain Base, pour avoir un minimum de frais de transaction en Ethereum. Là, le token natif du jeu est donc le friend pet. Et plus vous allez avoir de points sur votre pet, et plus vous allez capter une valeur importante en termes de frais de transaction en friend pet et en Ethereum qui ont lieu tous les jours sur la blockchain Base. Et donc vous pouvez voir que ce joueur ici, donc Kale Grabowski, ou Kal Grabowski, je ne sais pas comment ça se prononce d'ailleurs, nous documente en fonction des semaines, au fil des semaines, son aventure friend pet. Donc lui, voilà, il a 20 pets avec un certain nombre de points. Il a 6 millions de points sur ses pets. Et donc là, on voit que le total reward depuis le début qu'il a réussi à récolter, c'est 1 Ethereum. Donc au cours actuel de l'Ethereum, et en 12 semaines, hein, avec tous ces petits pets, ça fait 3000 ou 3500 $, ce qui est non négligeable. Donc voilà, que le marché corrige, monte ou range. Là, cette personne sur FriendPet, donc c'est un jeu auquel je joue aussi, hein, bien évidemment, cette personne sur FriendPet a récupéré un Ethereum en termes de reward que vous pouvez récupérer totalement pour les garder, les staker ou les réinvestir, peu importe, soit dans le jeu, soit dans d'autres crypto-monnaies. Donc voilà une manière tout simplement en plus, c'est un jeu qui est free to play, donc qui est gratuit, qui est 100% gratuit. Bien évidemment, vous pouvez staker des friend pets pour monter plus vite, etc. Mais c'est un jeu qui commence à 100% gratuit. Donc voilà, je trouve ces idées pour capter de la valeur, en plus du staking et des protocoles basiques, assez intéressantes. Et ici, vous pouvez voir les rewards en USD hein, au fil des semaines qui passent qui augmente. Hein. Voilà, les semaines de forte activité, il y a énormément de rewards, comme par exemple des semaines à 400 $, des semaines à 200 $, des semaines à 486 $. Et puis les semaines où c'est vraiment le marché est très ennuyant, où il y a très peu de transactions sur les blockchains, voilà, c'est des semaines où forcément les rewards sont beaucoup moins élevés. Mais vous pouvez imaginer les rewards, et ça va être très intéressant à suivre lorsque le marché va s'emballer
et on va commencer à avoir énormément de transactions avec des gaz fees qui vont augmenter de manière drastique pendant la phase d'euphorie. Je suis vraiment curieux de savoir ce que ce type de jeux peuvent permettre de rapporter comme retour sur investissement. Voilà, je vais finir ici mon laïus là-dessus et on passe tout de suite sur pourquoi effectivement nous sommes dans les temps, pourquoi nous pensons qu'il va y avoir une alt season de folie, d'euphorie, anthologique. Bien évidemment, il n'y a jamais eu autant de cash dans les marchés. Et la saisonnalité dans laquelle on arrive pour Bitcoin et pour les altcoins est, une, est la meilleure des saisonnalités, tout simplement puisque vous voyez que le Q1, bon bah voilà, sur Bitcoin et sur Ethereum, font partie des mois enfin des périodes qui ont les meilleurs retours sur investissement. On va passer en mois par mois directement. Donc pour BTC, vous le voyez bien, hein, le janvier, voilà, on a entendu un peu partout que à partir du mois de janvier, ça allait repartir, Christmas rally, toutes ces choses-là, donc rallye de Noël, etc. Vous voyez bien que, au contraire, nous, c'est ce qu'on disait au début du mois de janvier. Le mois de janvier, généralement, est assez chaotique. Et c'est exactement ce que la temporalité nous dit, puisque vous voyez que on a 50% des itérations, ou un peu plus même, qui ont connu un mois de janvier en négatif, et même en super négatif, moins 33%, moins 25%, moins 16%, d'accord? Avec une moyenne à plus 3,82% pour le mois de janvier. En revanche, si on regarde les meilleurs mois de l'année, pour Bitcoin, les plus grosses phases de hausse, on a bien évidemment octobre-novembre, hein, ça voilà, c'est connu, c'est là qu'on a énormément de traction, mais on a aussi le Q1, d'accord? Le Q1, donc février, plus 16%, mars, plus 13% en moyenne, et avril, plus 13% en moyenne. Donc le mois de février, mars, avril sont des mois qui sont historiquement beaucoup plus avantageux, que ce soit pour Bitcoin et même pour les altcoins en général. Ok. Si on regarde pour Ethereum, c'est à peu près la même chose, sauf qu'ici, on n'a pas de octobre-novembre pour Ethereum, puisque effectivement, c'est Bitcoin à ce moment-là qui drague toute sa Bitcoin dominance, tout le marché. En revanche, on voit qu'on a janvier, février, mars, avril, mai, qui sont des excellents mois historiquement, avec un gros spike effectivement en mai, avec en moyenne plus 30%. Donc c'est exactement le timing dont on vous parle sur Versatile depuis plusieurs semaines maintenant, d'accord? En termes de macroéconomie, très rapidement, les bonnes nouvelles, pour nous, ça, c'est l'inflation US. Donc, très rapidement, l'inflation US, donc, en termes de nouvelles de la Fed, on va avoir la décision des taux d'intérêt qui va avoir lieu, on va se mettre dans recent, qui va avoir lieu normalement aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, ce soir, ne vous attendez à rien, puisque les chiffres n'ont pas trop changé. Donc voilà, très probablement qu'on va rester à 4,5%. En revanche, à l'avenir, on pourra s'attendre à des baisses de taux, puisque effectivement, c'est ce qu'on vous disait dans notre laïus, notre live de dimanche, qui restera sur la plateforme Versatile, hein. Je suis désolé pour la communauté YouTube. N'hésitez pas à rejoindre, c'est 100% gratuit, donc vous pourriez avoir accès gratuitement. Mais on pense qu'effectivement, il ne va pas y avoir que une ou deux baisses des taux cette année. À notre avis, il va y en avoir bien plus. Donc vous voyez que les prochains chiffres, au contraire, arrivent la semaine prochaine. On a le NFP. On a aussi l'inflation qui arrive à la fin de ce mois, hein, pour janvier. Ne vous étonnez pas si ces chiffres de l'inflation ne sont pas au beau fixe, puisque c'est l'inflation du mois de décembre. L'inflation de janvier, c'est l'inflation du mois précédent, d'accord? Et l'inflation du mois de décembre risque d'être élevée, puisqu'on la calcule d'une année à l'autre, et que décembre 2023, du coup, l'inflation était déjà très basse. Donc on a un effet de base qui va être important. Il suffit que l'inflation stagne ou soit légèrement en augmentation pour potentiellement paniquer les marchés. Ok. Donc l'inflation du mois de janvier, qui je pense sera un très bon chiffre au contraire, et qui permettra justement de détendre ces histoires de taux et les marchés, vont arriver en février, fin février, d'accord? Donc c'est ces chiffres d'inflation-là, c'est à partir de ce moment-là qu'il faudra vraiment scruter les chiffres de la Fed, tout simplement. On va avoir donc les NFP, puis le taux de chômage aux États-Unis qui est assez important le 7 février. On va avoir les premiers chiffres de l'inflation le 12 février. Tac, tac, tac. Donc on va avoir les minutes du FOMC, ça c'est aussi important, le 19 février. Et puis voilà, je pense que c'est les chiffres les plus importants qu'on aura. Et donc le 28 février, on aura le corps PCE, hein, qui est l'inflation, qui sera donné sur le mois de janvier. Et donc le 28 février, 14h30, c'est ce chiffre-là
qu'il faudra très probablement scruter. Et pourquoi ce chiffre-là sera très probablement bon? Parce que lorsqu'on va sur ce site qui s'appelle Trueflation, que je vous invite à suivre de temps en temps, nous permet de scruter l'inflation par secteur et en temps réel. D'accord? Et qu'est-ce que ça nous dit? Donc sur un an, on peut le voir, hein, l'inflation, voilà, elle est descendue jusqu'à 1,73% aux États-Unis. Ensuite, elle est remontée, c'est ce dont on parlait à cause d'un effet de base, jusqu'en décembre, hein. En décembre, voilà, c'est d'ailleurs ce qui a un peu affolé les marchés à la fin de l'année. C'est la raison en partie pour laquelle les marchés se sont remis à plat et aussi pour laquelle tout le monde a spéculé sur le fait qu'il n'y aurait qu'une seule ou deux baisses de taux en 2025, chose une fois de plus à laquelle je ne crois pas du tout. Mais vous pouvez voir que depuis ce spike ici, effectivement, l'inflation est en train de se retourner puisqu'on est à 2,61% en inflation réelle, là où le dernier rapport des États-Unis nous donnait une inflation à 2,9%, puisqu'il y a un lag entre ces deux chiffres. D'accord? Donc ça, c'est une nouvelle et quelque chose d'assez bullish, tout simplement pour nous. Donc maintenant, si on passe sur les marchés directement, qu'est-ce qui s'est passé récemment dans les crypto-monnaies? Est-ce qu'on ne commencerait pas plutôt par les actions? Très rapidement, hein, voilà. Vous savez, hein, la communauté versatile, hein, je vous ai fait un petit post sur ce qu'on a fait lorsqu'on a eu ce petit flash crash là, notamment sur Nvidia. En hebdomadaire, on a cassé la moyenne mobile 20. On est retourné sur la moyenne mobile 50. Moi, je vous ai dit, moyenne mobile 50, j'y vais. Je mets une première cartouche. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Une fois de plus, là, de toute façon, vous voyez bien que c'est trop tard, hein. Mais tout ça n'a pas vocation à être des conseils en investissement. Mais dans la partie communautaire de la plateforme versatile, accessible gratuitement une fois de plus, je vous avais mis mon point d'achat tout simplement, hein, c'est lorsqu'on était à moins 16%, le temps que j'achète, et je vous avais dit qu'on pouvait descendre encore jusqu'à cette zone support ici, qui se situe aux alentours des 90, et qu'ensuite on avait un no man's land jusqu'à 77 ici, et puis ensuite jusqu'à la moyenne mobile 200, et c'est la raison pour laquelle j'ai pas tout mis ici, j'ai pas tout chargé ici bien évidemment, j'ai mis une première cartouche, puisque selon moi, hein, voilà, c'est ce que je vous ai dit dans le post, on ne sait pas quelles sont les nouvelles, on ne sait pas la fiabilité de toutes les nouvelles en ce qui concerne DeepSeek. Et ça semblait être une panique de marché plus qu'autre chose. On a saisi l'opportunité, j'ai saisi l'opportunité sur la moyenne mobile 50 en hebdomadaire. Aujourd'hui, on a déjà un rebond à plus 11%, comme vous pouvez le voir. Donc pour l'instant, c'était un bon achat, mais on verra dans les semaines qui vont suivre, hein, puisque bien évidemment, je ne suis pas trader, donc je ne prends pas des trades à court terme, tout simplement, hein. Quand je prends une position, généralement, c'est pour surfer une vague. C'est pour surfer une vague voilà, de hausse potentiellement à venir. Vous pouvez voir que toutes les autres actions sont pareilles, hein, elles sont de nouveau dans le vert. En ce qui concerne les indices, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai même pas regardé le CAC 40. Voilà, le CAC 40 en légère correction. Je vous avais dit qu'on pouvait avoir un pullback ici sur le haut de range. Ça serait potentiellement un bon point d'entrée pour la continuation haussière. On a eu les chiffres hier de LVMH qui étaient OK, qui n'étaient pas catastrophiques, mais pas incroyables non plus. Et le marché les a pricés en fermeture à moins 4%, mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est en train de récupérer. On peut regarder l'action LVMH d'ailleurs, hein. Voilà, c'est ça, hein, l'action LVMH qui est en train de corriger, qui est en train de nous faire un pullback. Est-ce que c'est plus une petite distribution avec une opportunité d'achat ou vraiment un retournement? Pour l'instant, on n'a pas de retournement, hein, c'est une bougie en semaine. On est mercredi, donc au milieu de la semaine. La bougie est loin d'être clôturée. On voit bien que la mèche est allée chercher la moyenne mobile 200, la moyenne mobile 50. Ça, c'est des résistances qui sont énormes. Donc, enfin, des points de support qui sont énormes. Donc, voilà, pour passer au travers de ça, il va falloir une pression vendeuse vraiment importante, d'autant plus qu'on a déjà eu des pressions vendeuses importantes. Donc, potentiellement, les vendeurs qui commencent à s'essouffler sur ce type d'action. Voilà, vous le savez, nous, les actions, enfin, moi, personnellement, je n'investis pas trop dans les actions et les actions européennes en particulier. Je préfère les indices. Le MSCI World de Amundi, bon bah voilà, hein, qui frôle toujours les ATH, hein. Lui ne connaît ni la hausse des taux de la Banque centrale du Japon, ni ces histoires de DeepSeek qui fait cracher le marché américain. Le Nasdaq qui est allé faire un petit pullback très proche de sa moyenne mobile 20, potentiellement un bon point d'entrée ici, mais qui est déjà en récupération. Et le SP500, je pense que c'est à peu près la même chose, hein. Voilà, on est toujours dans cette box d'accumulation, on est allé pas loin de la moyenne mobile 20 en hebdomadaire. Voilà, personnellement, on a rechargé, vous le savez, hein, dans la communauté versatile, du Nvidia et du Nasdaq. J'ai pas pris de SP500. Voilà, je me suis pas positionné là-dessus puisqu'on était un peu trop loin de la moyenne mobile 20 pour moi. Donc voilà, tout simplement.
En ce qui concerne les crypto-monnaies, rien de plus à dire que la semaine dernière, hein, qu'il y a 2 3 jours. On évolue toujours au sein de ce range. Vous avez bien vu que la saisonnalité nous amène de toute façon à février, mi-février. Alors c'est pareil, je sais que voilà, sur YouTube, vous êtes un peu à fleur de peau, vous pouvez potentiellement vous exciter rapidement. Je ne dis pas que la hausse aura lieu le 1er février. On peut avoir les 3 premières semaines de février très correctives, qui vont même rechercher certains supports, et la dernière semaine clôturer en hausse de 10%, d'accord? Et ça fera quand même un mois de février qui sera exceptionnel. Donc arrêtez d'être émotionnellement impacté, arrêtez d'ouvrir vos wallets tous les jours, arrêtez de... Puisqu'on est là dans le temps long, d'accord? De toute manière, même si le marché est en train de corriger, faites confiance, enfin en tout cas à vos convictions, fiez-vous à vos convictions. Si vos convictions d'investissement, c'est ces histoires de cycle, et c'est le cas chez nous, donc voilà, on sait que c'est cyclique. Février, mars, avril, mai, vous avez bien vu que la temporalité est exceptionnelle pour les altcoins. Donc bien évidemment, qu'on spécule sur une reprise haussière à partir de mi-février, fin février, sur toutes ces capitalisations. Et là, vous voyez bien que les marchés sont en train de récupérer, tout est dans le vert ce matin d'ailleurs. Donc le crypto total 2, pareil, qui nous a fait une petite mèche à 1313, 1310 milliards. Le crypto total 3, qui était sur ce support et qui a quasiment tout ravalé. Une fois de plus, la semaine n'est pas terminée. Il va falloir breaker de toute façon de ce côté-là les 1130 milliards, c'est toujours la zone de l'ATH, pour ensuite partir comme ici, comme un bouchon de liège, tout droit vers notre cible, tout simplement, des 2000 milliards, ici en ce qui concerne le Total 3. On peut passer tout de suite sur Bitcoin. C'est exactement la même chose, il n'y a pas grand-chose à dire. Pour l'instant, statu quo du côté de Bitcoin, on est quasiment au niveau de la semaine à zéro. Vous voyez bien que si vous jouez et que les hausses, les baisses, vous voyez la taille des mèches, vous allez vous prendre les portes de saloon, vous allez vous faire liquider à la hausse, vous allez vous faire liquider à la baisse. Et c'est juste les market makers qui sont en train voilà, d'éluder toutes les positions à levier qu'il y a dans le marché. Et vous voyez qu'au niveau de la semaine, pour l'instant, sur BTC, malgré la correction qu'il y a eu, il ne s'est rien passé. Voilà, absolument rien passé. C'est la raison pour laquelle nous, on s'assoit sur nos mains et on patiente. Bitcoin dominance, bien évidemment, toujours cette petite résistance-là face au support, moyenne mobile 20 dans un premier temps, mais surtout la moyenne mobile 50 et les 55% ici, qui ont été rejetés violemment, enfin qui ont fait rebondir le cours violemment de la Bitcoin dominance. C'est toujours la métrique reine à scruter pour le retournement, pour la fameuse alt season. On prend Ethereum très rapidement puisqu'il est demandé régulièrement et que je ne le passe pas tout le temps, ça c'est vrai. Ethereum, la bougie, elle est magnifique, hein, rebond, belle mèche de liquidation, voilà, classique. Pas mal de gens qui se sont fait sortir du marché ici. Et pour l'instant, le rebond sur la moyenne mobile 20 en hebdomadaire, on peut même terminer au-dessus de la moyenne mobile 50, ce qui serait extrêmement bullish. Et ce qui nous donnerait potentiellement le point bas local ici sur Ethereum. La charte Ethereum Bitcoin qui cherche toujours du pétrole, qui potentiellement est en train de se retourner d'ailleurs, hein, là on le voit bien, c'est en train de freiner. Une fois de plus, la bougie n'est pas terminée, on est en hebdomadaire, on n'est que mercredi. Donc à suivre dans les prochains jours. Et puis en top performer, ici, on a Morpho, puisque vous le savez, ça y est, la communauté versatile, ça fait un moment que je vous en parle, plusieurs semaines, que je patiente pour rentrer dans Morpho, que je me fais du mal parce que j'avais envie de rentrer sur le FOMO ici, un peu comme tout le monde, lorsqu'on a eu tous les posts de Coinbase et de Base qui ont communiqué sur effectivement voilà, l'utilisation du protocole Morpho pour les protocoles de DeFi. Ça y est, j'ai enfin acheté ma position de Morpho à 2,72 ici, et puis on est déjà à plus 23% depuis l'achat de cette position. Donc un call magnifique, une entrée clean. C'est la même chose, hein. Ici, cette bougie-là, elle n'est pas terminée. On verra en clôture à la fin de la semaine, hein. C'est la fin de la semaine qui nous dira, et puis un peu plus dans le futur, qui nous dira si on a raison ou pas. Au niveau de PP Coin, bon bah voilà, hein, même coin, vous savez, vous avez le wallet, vous avez tous nos wallets sur la plateforme, une fois de plus. Vous savez qu'on est exposé à ce coin. Grosse période de distribution ici, hein. On a une grosse correction depuis le top local, moins 55%. Il est allé chercher sa moyenne mobile 50 en hebdomadaire. Il a rebondi dessus, plus 10% actuellement. Voilà, on a eu plein d'opportunités, honnêtement, plein de rebonds sur les moyennes mobiles 50, de points d'entrée, que ce soit sur des actions, que ce soit sur des crypto-monnaies. Donc j'espère que vous avez pu saisir les opportunités et que vous n'êtes pas laissé avoir par le FUD, Fear, Uncertainty and Doubt.
En ce qui concerne le CBBI, indicateur de top de marché par excellence, personnellement en tout cas, je pense que c'est celui qu'il faut suivre, le plus proche de la réalité possible. On est toujours à 81, donc voilà, hein, toujours pas de signal de top de marché, de surchauffe. À scruter autour des 90, c'est là que ça commencera à chauffer, tout simplement. Voilà pour ce point de marché. Veuillez m'excuser parce qu'il était un peu plus long que d'habitude, mais j'avais pas mal de choses à vous dire. Il n'y a pas eu de point de marché hier parce qu'il n'y a pas des choses à dire tous les jours, tout simplement. Je préfère stacker plusieurs news et vous délivrer ça de manière plus qualitative de temps en temps dans la semaine. On se retrouve demain ou après-demain, pareil sur la plateforme Versatile, sur YouTube un jour après. Et puis moi, je vous souhaite tout simplement une bonne journée. Ciao, ciao.